vous avez géré avec Kabila tout ce mouvement rebelle, les négociations et tout. Moi, je me rappelle encore de l'opération. Je dis, mais qu'est-ce que Tshisekedi maintenant là, au regard de ce qui s'est passé avec Kabila, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut donner? Allez, on va le dire. Quelle est la contrepartie que Tshisekedi peut donner à ce mouvement rebelle que Kabila n'a pas donné? Encore faut-il savoir si il s'agit du mouvement, des mouvements rebelles comme tels. S'il ne s'agit pas de facteurs d'extranéité qui entrent en ligne de compte. Est-ce que nous avons en face de nous vraiment des mouvements rebelles? Est-ce qu'ils ne subissent pas des influences extérieures? Alors, vous voulez quoi que le président... À l'époque de Kabila, il subissait des influences. Mais comment vous avez résolu et qu'est-ce qu'il faut Nous n'avons pas résolu le problème. C'est pourquoi le président Tshisekedi l'a hérité. Le problème n'a pas été résolu. Ah, vous êtes sincère, vous reconnaissez que Kabila n'a jamais résolu. Il n'a pas été résolu complètement. Tshisekedi a hérité de ce désordre qui est en réalité mis en œuvre par ceux qui convoitent nos richesses. Et chacun a eu le temps de pouvoir se prononcer par rapport à cette détermination du président. Et c'est à partir de là qu'est née l'idée de pouvoir se donner une nouvelle monture. Nous avons tous accepté de monter à bord. Il est important que la vision du chef de l'État soit ce qui nous prédispose aujourd'hui à prendre nos positions. Si on n'est plus d'accord, personne n'a forcé des gens à pouvoir y adhérer et personne ne retiendra quelqu'un de force. Nous lui avons dit, mais je pense qu'on se dirige sérieusement vers la constitution d'une plateforme électorale qui puisse, en ce qui concerne l'élection présidentielle particulièrement, lui ouvrir la voie à un second mandat pour lui permettre de parachever le programme que nous avons tous approuvé, qui est le sien. Donc déjà, on peut dire que Lambert Mende, la Convention des Congolais Unis, votre parti, votre regroupement, CCE et alliés, ont déjà leur candidat, président de la République. Nous l'avons annoncé lors de notre adhésion à l'Union sacrée. Ça fait l'ombre de qu'un doute. Je ne ferai que répéter ce que j'avais dit, que nous soutenons la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi. Je ne sais pas pourquoi ils estiment que le calendrier est flottant. C'est encore une fois une habitude dans ce pays de vouloir casser du sucre sur ceux qui posent des actes. Comment imaginer qu'on peut faire un enrôlement en 90 jours pour arriver à enrôler 50 millions d'électeurs? Là où certains ont pris 15 mois, 18 mois pour enrôler moins que ça. Ce sont des questions qu'on se pose également. Ce sont des questions légitimes, mais lorsqu'on y réfléchit bien, on a pris 15 mois, on a pris 18 mois. Avec quelle ingénierie, avec quel matériel? Est-ce que c'est avec le même matériel, c'est avec la même ingénierie, avec le même nombre de bureaux d'enrôlement? Si c'est avec le même matériel, avec la même machinerie, on peut douter. Mais la commission nous a expliqué qu'elle s'est entourée d'une nouvelle ingénierie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle technologie. Donc si avec une Peugeot, je ne pouvais pas faire du 150 à l'heure, si j'achète une Bentley ou une Rolls-Royce, je peux me permettre de dire que sur une bonne route, je peux faire du 150 à l'heure. La nationale indépendante, elle est la seule structure spécialisée pour nous organiser ces opérations préparatoires des élections, et tous ceux qui parlent ne le font qu'avec leurs sentiments, non pas objectivement. Quelles sont les données qui leur disent que c'est impossible d'enrôler 555 000 personnes dans un pays pour autant que on met à disposition toute la machinerie qui est indispensable pour cela? Congo Avenir. Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission « Dites-nous la vérité ». Le 26 novembre dernier, le président de la Commission électorale nationale indépendante a procédé enfin à la publication du calendrier électoral, assorti de quelques contraintes. Nous allons parler dans le cadre de cette émission. Dans l'entretemps, le lundi dernier, s'est ouvert à Nairobi le 3e round des pourparlers entre le gouvernement congolais et les différents groupes armés. À quel prix Kinshasa compte arracher la paix, surtout dans la partie est du pays,
Encore une fois de plus, très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission qui reçoit ce soir, ce jour, Lambert Mende Omalanga. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Moi de même. Toujours PCA, reconfirmer des lignes maritimes congolaises. Effectivement. Les lignes maritimes congolaises, on en compte combien en RDC? Expliquez-nous les lignes, il y en a combien? C'est une société commerciale uninominale, à actionnaire unique, avec comme objectif l'exploitation du transport maritime qui se fait par plusieurs lignes, d'où les lignes maritimes congolaises. Il y a la ligne Nord-Continent, qui est la plus exploitée vers Anvers, en Europe. Puis il y a la ligne vers la Chine, il y a la ligne vers les États-Unis, d'où les lignes maritimes congolaises, comme on dirait les lignes aériennes. Donc c'est une seule société, mais qui exploite plusieurs lignes pour le compte de son actionnaire unique, l'État congolais. Est-ce que vous êtes conscient qu'aujourd'hui on parle de plus en plus de cette société juste parce que vous êtes là? J'en suis fort aise si j'ai pu apporter par la connaissance que les gens ont de ma personne un peu plus de regard sur une société qui a beaucoup à apporter au pays et qui, de ce fait, devrait attirer plus l'attention du public, c'est une bonne chose. Là, c'est la perception que moi, en tant que journaliste, j'ai sur cette société qu'on parle. On entendait très peu parler des lignes maritimes, mais vous, à l'intérieur, vous avez l'impression que ça bouge. Est-ce que Lambert Mende, en arrivant, fait bouger un peu les choses et qu'est-ce qu'on peut retenir? Le mérite n'est pas individuel. Vous savez, nous travaillons en équipe. C'est un conseil d'administration avec en son sein un comité de gestion. Et nous avons adopté un plan de relance des lignes maritimes congolaises que nous nous efforçons de mettre en œuvre chaque jour en suivant le travail que la direction générale est en train d'entreprendre. Et dans la mesure où il y a une connexion positive, une synergie qui marche entre le conseil d'administration et la direction générale, je pense que c'est ce qui explique peut-être le succès que nous enregistrons dans la réalisation de ce plan de relance. Le plan de relance, on signale aux téléspectateurs, vous êtes président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, vous êtes également député national, membre de l'Union Sacrée. Comment elle se porte, l'Union Sacrée? Elle se porte aussi bien que possible. Nous sommes dans une phase de mise en place des structures de l'Union Sacrée. Ça nous a pris un peu plus de temps que nous ne l'aurions souhaité, mais il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La mise en place des structures est en train de se terminer. Je pense que très bientôt, la haute autorité de cette Union Sacrée va devoir annoncer au public congolais comment se mettent en place les structures qui vont conduire cette méga plateforme qui est aujourd'hui majoritaire aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Ah ouais, il y a quand même des députés, des velléités des députés révolutionnaires, on entend encore parler de ces gens-là. Comment vous arrivez à contenir les ambitions, ces velléités-là, qui est encore d'autres personnes qui risquent de sortir? Comment vous contenez cela au niveau de l'Union Sacrée? Les ambitions sont choses normales chez quelqu'un qui fait carrière dans la politique. Le tout est de savoir comment canaliser ses ambitions dans la bonne direction. Vous avez parlé des révolutionnaires. Ils sont tous membres de l'Union Sacrée, il est normal. Avec une nouvelle mise en place, ils se disent, oui. On se retrouve toujours pas. Non, je pense qu'il y en a qui on doit faire entendre notre voix un peu différemment. Il y en a qui se sont retrouvés, d'autres ne se sont pas retrouvés. Ils ne peuvent pas garder le silence, ils peuvent exprimer leur frustration. On peut discuter, c'est ça aussi l'intérêt et l'avantage de la démocratie, c'est qu'on n'empêche personne de parler et que le débat puisse s'instaurer, que par cette passerelle d'échange que nous puissions résoudre de manière non conflictuelle ces problèmes qui peuvent surgir là où il y a des hommes. Au sein de l'Union Sacrée, il y a certains, en parlant quand même de nouvelles mises en place, d'autres plateformes ou d'autres partis politiques ne se retrouvent pas, ont été presque blacklistés. Comment vous comptez gérer cela? Parce qu'on vous voit, vous, ainsi que les présidents de certaines institutions, souvent se réunir pour essayer d'en discuter. Comment vous comptez gérer cela? Est-ce qu'ils peuvent se dire ils n'ont plus leur place, partir, ou comment vous gérez tout cela?
Si on part d'une plateforme parce que dans une mise en place, on n'a pas retrouvé les siens, alors c'est que sa place n'était pas dans cette plateforme. Parce que quel a été l'objectif de cette plateforme? L'objectif n'a pas été de se distribuer ce qu'on pourrait considérer comme un gâteau à se distribuer. Je suis d'avis que le débat est tout à fait normal, mais aller jusqu'à envisager des solutions extrêmes comme celles que vous invoquez, je ne pense pas. Je pense qu'il y a encore le temps de débattre, il y a encore de la place pour tout le monde. On n'entre pas dans une plateforme pour occuper une place dans une mise en place quelconque, mais ces problèmes, je ne peux pas nier qu'ils existent, mais ils ne vont pas nécessairement sonner le glas de l'union sacrée. On en débat et on va continuer à en débattre. Et en tout état de cause, je ne connais pas de mise en place qui puisse se faire sans qu'il y ait quelque part des mécontentements. Ainsi est fait le monde. Ainsi est fait le monde, mais quand vous entendez certains cadres, par exemple de Ensemble pour la République, qui est au sein de l'Union sacrée, dire qu'on ne va pas partager le bilan de l'Union sacrée ou de l'actuel régime, entre autres, pour certains, parce que dernière mise en place, ils sont pas là. Qu'est-ce que vous dites? Ils doivent partir, quitter la plateforme. Dire que cette formation politique ne se retrouve pas, c'est un peu fort du café, à mon avis. Au gouvernement, je pense qu'ils ont une place assez importante, plus importante même que d'autres, ce qui n'a pas amené les autres à claquer la porte. Je pense que il y a des évolutions dont il faut absolument tenir compte. On ne peut pas être dans un gouvernement et renier le partage de la responsabilité. On l'appelle bilan, mais c'est un partage de responsabilité face à une opinion publique. On est dans un gouvernement et dans ce cas, on partage la responsabilité de ce que ce gouvernement fait, ou on n'a plus envie de partager la responsabilité et on rend le tablier. Un ministre, ça se tait ou ça démissionne. Ça se tait ou ça démissionne, c'est qu'on on attend peut-être de certains qui ont déjà formé leur parti politique. C'est-à-dire cet imbroglio-là qu'on voit au niveau de l'Union sacrée des transfuges du FCC, on ne sait même plus s'ils appartiennent au PPRD, FCC. Comment vous n'avez pas peur d'avoir créé une sorte de nébuleuse? Ce n'est pas un gouvernement... Une jurisprudence qui risque après de nous rattraper. Quand je dis nous, c'est-à-dire le pays au regard de ce qui s'est passé au Parlement, au regard de ce qui s'est passé au gouvernement, avec les gens qui ont été mandatés, qui par la suite créent des partis politiques, sans l'accord. Ça ne vous fait pas peur? Mais ce n'est pas un gouvernement de tel ou tel autre parti politique. C'est un gouvernement de l'union sacrée de la nation. Il y a eu un discours, c'est le fameux discours de 6 minutes, je crois, oui, du président de la République qui a mis les choses à plat et chacun a eu le temps de pouvoir se prononcer par rapport à cette détermination du président. Et c'est à partir de là qu'est née l'idée de pouvoir se donner une nouvelle monture. Nous avons tous accepté de monter à bord. Il est important que la vision du chef de l'État soit ce qui nous prédispose aujourd'hui à prendre nos positions. Si on n'est plus d'accord, personne n'a forcé des gens à pouvoir y adhérer et personne ne retiendra quelqu'un de force au sein de cette vision. L'idéal pour l'Union sacrée, c'est de devenir une plateforme électorale. Enfin. Je pense qu'on se dirige vers là, encore que nous attendons que celui qui a pris l'initiative de créer l'Union sacrée puisse, après nous avoir consultés, et nous l'avons été au cours de ces derniers mois, intensément tirer les conclusions de ce que les uns et les autres nous lui avons dit, mais je pense qu'on se dirige sérieusement vers la constitution d'une plateforme électorale qui puisse, en ce qui concerne l'élection présidentielle particulièrement, lui ouvrir la voie à un second mandat pour lui permettre de parachever le programme que nous avons tous approuvé, qui est le sien. Donc déjà, on peut dire que Lambert Mende, la Convention des Congolais Unis, votre parti, votre regroupement, CCU et alliés, ont déjà leur candidat, président de la République. Nous l'avons annoncé lors de notre adhésion à l'Union sacrée. Ça fait l'ombre de cas doute. Je ne ferai que répéter ce que j'avais dit.
que nous soutenons la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi. Nous l'avons dit ici il y a quelques mois, lorsque nous adhérions à l'Union sacrée, après ma rencontre avec le président, après des réunions qui ont suivi cette rencontre au sein de notre famille politique, de notre regroupement politique, nous avions annoncé cela. Je peux vous le répéter si vous ne l'avez pas entendu. Peut-être pour les téléspectateurs, pour d'autres qui hésitaient encore, c'était quand même assez important. Nous soutiendrons cette candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Puisqu'on parle des élections et que la CCU, Lambert Mende, ont déjà leur candidat président de la République, je le disais au début de cette émission, le président de la CENI a publié le calendrier électoral. Vous avez réagi juste après par rapport à ce calendrier, et puis il y a eu d'autres réactions après. Certains jugent ce calendrier flottant. Je ne sais pas pourquoi ils estiment que le calendrier est flottant. C'est encore une fois une habitude dans ce pays de vouloir casser du sucre sur ceux qui posent des actes. Je pense que la Commission électorale nationale indépendante a été constituée pour pouvoir nous amener vers des élections. Des dispositions ont été prises pour faire en sorte que le temps qui a été perdu au cours des mois qui ont vu le FCC et le CACH gouverner ensemble puisse être rattrapé. Des ajustements même techniques ont été faits au niveau de la machinerie, l'ingénierie, qui va conduire notamment à cette importante phase de l'enregistrement des électeurs, l'enrôlement des électeurs. Et le président de la commission nous a invités pour annoncer justement le calendrier avec les moyens dont il s'est entouré. Et on sent que ça ne contente pas ceux qui ont toujours eu l'habitude de rouspéter. Je pense qu'il faut le juger à l'œuvre. Il faut la juger à l'œuvre. C'est à la façon dont les choses vont se faire. Elle avait naturellement annoncé quelques préalables. Pour autant que ces préalables sont rencontrés, moi j'ai confiance que les élections se tiendront à date. Ce sera le 4e cycle électoral, donc nous avons l'expérience, la RDC a déjà une expérience sur ces questions-là. C'est fort de cette expérience-là qu'on se dit comment imaginer qu'on peut faire un enrôlement en 90 jours pour arriver à enrôler 50 millions d'électeurs. Là où certains ont pris 15 mois, 18 mois pour enrôler moins que ça. Ce sont des questions qu'on se pose également. Ce sont des questions légitimes, mais lorsqu'on y réfléchit bien, on a pris 15 mois, on a pris 18 mois. Avec quelle ingénierie, avec quel matériel? Est-ce que c'est avec le même matériel, c'est avec la même ingénierie, avec le même nombre de bureaux d'enrôlement? Si c'est avec le même matériel, avec la même machinerie, on peut douter. Mais la commission nous a expliqué qu'elle s'est entourée d'une nouvelle ingénierie, une nouvelle façon de faire, une nouvelle technologie. Donc si avec une Peugeot, je ne pouvais pas faire du 150 à l'heure. Si j'achète une Bentley ou une Rolls-Royce, je peux me permettre de dire que sur une bonne route, je peux faire du 150 à l'heure. Ce n'est pas la même machine, ce n'est pas la même ingénierie. Ce n'est pas les mêmes contraintes et peut-être les contraintes sont beaucoup plus dures actuellement qu'ils n'ont été dans les cycles passés. Je n'ai pas l'impression. Ce sont les mêmes contraintes, mais si l'ingénierie est différente, on peut surmonter ces contraintes. C'est ce qu'il nous a dit. Surmonter ces contraintes, certains disent, est-ce qu'on peut enrôler 555 000 personnes en une journée? En fait, c'est ça le calcul. Ça dépend de 555, faut pas, est-ce qu'on doit s'attendre on doit attendre, se rendre compte de l'évidence pour se rendre compte justement que ça ne marche pas. 555 000 personnes ne viennent pas dans un seul bureau pour se faire enrôler, madame. Ça dépend du nombre de bureaux d'enrôlement. Si vous avez multiplié le nombre de bureaux, si vous avez pu disposer d'un nombre de machines beaucoup plus important, oui, il est possible d'enrôler même 1 million de personnes en une journée. Pourquoi pas? Ça dépend du nombre de machines, de l'ingénierie que vous mettez en place. Pourquoi pas? Pourquoi cette espèce je dirais, optimisme, de pessimisme, de commande? Pourquoi ce pessimisme?
alors qu'on vous dit qu'il y a de nouvelles structures techniques qui ont été mises en place pour pouvoir absorber et faire en sorte que les 555 000 puissent être enrôlés dans un nombre plus élevé de bureaux de vote. Pas un seul bureau de vote ne sera distant de plus de 10 km d'un autre, pas un seul bureau d'enrôlement ne sera distant d'un autre bureau d'enrôlement de plus de 10 km. Alors qu'on assistait la fois passée à des distances, comme chez moi, de 40 km, 50 km. Donc pourquoi pas espérer que 555 000 puissent se faire enrôler en une seule journée. Ça dépend du nombre de machines qu'on met à disposition et du nombre de personnes qu'on affecte à cette tâche d'enrôlement. Ceux que vous qualifiez de pessimistes sont en train de dire, en réagissant à la publication de ce calendrier, disent que c'est carrément, excusez-moi, passez-moi l'expression, c'est carrément une boule puante que vient de lâcher le président de la CENI parce qu'il refuse d'endosser le glissement. Des mots, rien que des mots. Je pense que c'est dans la pratique que nous verrons si cette ingénierie qu'il a été allé chercher en Corée du Sud et qu'on a adapté à cette nécessité de rattraper le temps perdu va marcher ou ne marchera pas. Pour le reste, je pense que... Ça risque d'être un peu tard. C'est vrai, on est dans les si. On dit aussi, on attend. Même si eux, eux également sont dans les si. Alors je préfère être optimiste plutôt que pessimiste. On attend, quitte à se rendre compte de l'évidence qu'on est en retard. Non, je ne pense pas qu'il faille vraiment placer le curseur dans cette dynamique pessimiste. Je pense qu'il faut faire confiance en la Commission électorale nationale indépendante. Elle est la seule structure spécialisée pour nous organiser ces opérations préparatoires des élections, et tous ceux qui parlent ne le font qu'avec leurs sentiments, non pas objectivement. Quelles sont les données qui leur disent que c'est impossible d'enrôler 555 000 personnes dans un pays pour autant que on met à disposition toute la machinerie qui est indispensable pour cela? Qu'est-ce qui dit que c'est impossible? D'où est-ce qu'ils tirent cette certitude? Sinon dans leurs sentiments. Sinon, dans leurs sentiments, je crois que cette fois-ci, ça ne sera pas du sentiment, il y a le contexte, le climat sécuritaire dans la partie, surtout est du pays, sans parler, on parlera également de la partie ouest avec Kwamoun. Est-ce que le climat est propice? Est-ce que c'est pas indécent, comme c'est une question que j'ai eu à poser, que je poserai quand même à plusieurs acteurs politiques. Est-ce que c'est pas indécent de parler actuellement du processus électoral alors qu'il y a une bonne partie de notre pays qui est sous occupation, soit par des rebelles, soit par des armées étrangères? Mais ça fait 25 ans, 27, que notre pays fait l'objet de ces agressions intermittentes. Jamais nous n'avons organisé un cycle électoral sans que l'une ou l'autre partie du pays ne soit sous une pression de ce type-là. Dites-moi, en 2006, vous croyez qu'il n'y avait pas des espaces congolais qui étaient sous pression militaire? En 2011, en 2018, tout le temps, nous avons connu des problèmes, et même dans d'autres pays. Le Nigeria, il n'a jamais organisé des élections pendant que des provinces entières étaient occupées par des forces terroristes. Donc il ne faut pas brandir cet épouvantail. C'est pas antinomique de parler des élections et de la situation sécuritaire. On peut organiser des élections, d'autant plus que nous avons encore sous les yeux les efforts qui sont en train d'être faits pour ramener une sorte de normalité dans ces espaces qui sont perturbés et faire en sorte que les populations qui ont été déplacées puissent jouir de leurs droits de citoyens là où ils sont, dans les camps de déplacés. Ça aussi, la CENI l'a annoncé. Donc, nos pessimistes n'insistent même pas là-dessus. Si, ils insistent, vous comprenez le pessimisme. Il n'est pas insoluble. L'enrôlement, qui est-ce qu'on va enrôler tous ces déplacés? Est-ce qu'il n'y a pas cette crainte? Non, la crainte est là. Bah oui. Le problème existe, mais il n'est pas insoluble. Parce que nous avons affronté ce type de problème en 2006, en 2011 et en 2018. Alors il ne faut pas faire semblant que ce n'est qu'aujourd'hui que nous avons à faire face à ce problème d'insécurité pendant la période électorale. Le pessimiste continue, en tout cas ceux qui étaient vos alliés, vos partenaires d'hier, continue d'insister sur la nécessité d'un consensus. Le consensus est toujours indispensable.
Mais le consensus part aussi de l'idée que les deux parties partagent une volonté commune d'arriver à une solution. Est-ce que c'est le cas? Je doute fort lorsque j'entends certains commentaires. Du genre, quel type de commentaires vous entendez et qui vous pousse à être pessimiste? Je dis bien qu'il faut de la volonté des deux camps. Le consensus, c'est une rencontre entre deux volontés. Il faut que les deux volontés puissent aboutir à l'idée que au Congo, la régularité de la consultation démocratique est un principe que nous ne pouvons plus contourner. Est-ce que tout le monde est de cet avis? Je pense qu'il y en a qui pensent qu'il faut arriver à un moment où on bloque et où on revient à ces partages plus ou moins mafieux de pouvoir que les Congolais, dans leur majorité, ne veulent plus. Partage faut vivre avec cela. Partage de pouvoir, les Congolais n'en veulent plus, mais certains demandent assez que les différentes parties se retrouvent, se parlent, chose que l'actuel régime ne veut pas. Non, non, je n'ai pas, moi, la perception que l'actuel régime ne veut pas parler avec qui que ce soit. Sinon, il l'aurait fait quand même. Ça fait un temps, ça fait des mois que... Mais ça fait des mois qu'on appelle certains et qu'ils ne répondent pas à l'appel. Et ils s'amusent à aller dans les médias pour dire que il faut un consensus. Mais le consensus, c'est quoi? C'est répondre aussi à l'appel de celui avec qui vous ne partagez pas le même idéal. Hein? Et lorsqu'il vous appelle, vous n'y allez pas. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On sacrifie la volonté du peuple parce que vous faites vos caprices? C'est ça la question qu'il faut se poser. En tout cas, les groupes rebelles, eux, en tout cas certains mouvements rebelles, surtout ceux évoluant dans la partie est du pays, et ont répondu présent au pourparler. Troisième round de pourparler de Nairobi, énième négociation, encore des négociations pour quelle finalité? Il est tout à fait normal que le président de la République, dans sa responsabilité de garant de l'unité nationale, fasse un effort, réponde positivement à cet effort que ses pairs lui ont demandé de pouvoir parler avec ceux qui ont pris des armes contre leur pays et qui acceptent de les déposer. Qu'ils posent les problèmes sur la table, parce qu'une guerre, ça finit toujours par une négociation. Ce sera les mêmes problèmes qu'ils vont poser, hein. Ce sera pas quelque chose de nouveau. Oui, mais on trouvera des solutions. On trouvera des solutions et nous espérons que ces solutions seront pérennes. C'est ce que nous espérons. Qu'est-ce que tu sais? Il n'y a pas un moment où tout le monde sera d'accord sur tout. Dans aucun pays au monde. Même dans des vieilles démocraties, il y a toujours un moment où on peut se mettre d'accord sur l'essentiel. Nous, ce que nous ne voulons pas, c'est qu'on prenne des armes, qu'on tue nos frères et nos sœurs pour faire triompher une idée politique, alors qu'on peut discuter de cette idée sur une table de discussion, comme nous allons le faire, comme nous le faisons maintenant à Nairobi. Qu'est-ce que Tshisekedi doit faire que Kabila n'avait pas fait avec ses mouvements rebelles? Même s'il faut reprendre ce que Kabila a fait sans arriver jusqu'à la conclusion, c'est de la responsabilité de Félix Tshisekedi, qui est président de la République, de chercher la voie pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Ce n'est qu'en désespoir de cause qu'on recourt aux armes. Parce que la guerre, on sait toujours comment elle commence, mais personne ne sait comment elle se termine. On est totalement d'accord, mais ma question c'est, vous étiez là, vous avez géré avec Kabila tout ce mouvement rebelle, les négociations et tout. Moi, je me rappelle encore de l'opération. Je dis, mais qu'est-ce que Tshisekedi maintenant là, au regard de ce qui s'est passé avec Kabila, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut donner? Allez, on va le dire. Quelle est la contrepartie que Tshisekedi peut donner à ce mouvement rebelle que Kabila n'a pas donné? Encore faut-il savoir si il s'agit du mouvement des mouvements rebelles comme tels, s'il ne s'agit pas de facteurs d'extranéité qui entrent en ligne de compte. Est-ce que nous avons en face de nous vraiment des mouvements rebelles? En tout cas, le M23 ne participe pas encore à ces négociations de Nairobi. Là, ce sont des mouvements rebelles reconnus comme mouvements congolais. Est-ce qu'ils ne subissent pas des influences extérieures? Alors, vous voulez quoi que le président... À l'époque de Kabila, il subissait des influences. Mais comment vous avez résolu et qu'est-ce qu'il faut Nous n'avons pas résolu le problème. C'est pourquoi le président Tshisekedi l'a hérité. Le problème n'a pas été résolu. Ah, vous êtes sincère, vous reconnaissez, Kabila n'a jamais résolu. Il n'a pas été résolu complètement. Tshisekedi a hérité de ce désordre qui est en réalité mis en œuvre par ceux qui convoitent nos richesses.
qui vont au-delà même de ces petits pays autour de nous, qui sont à l'extérieur du pays, de l'Afrique même. C'est ceux-là qui posent problème. Notamment donc, le Congo est victime justement de ces richesses. Mobutu l'a dit avant même que nous terminions nos études. Il disait, il n'est pas facile d'être le Zaïre. Il l'a dit. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ce que ceux qui viendront après nous vivront. D'où la nécessité de se doter d'une armée forte et dissuasive qui puisse faire réfléchir ceux qui croient qu'ils peuvent venir ici se servir sans contrepartie de nos ressources en utilisant certains de nos frères pour créer cette déstabilisation qui permet cette cueillette sans contrepartie de nos ressources. En tout cas, le mouvement rebelle qui pose le plus de problèmes, c'est le M23. Exact. Débouté en 2013 sous Kabila. Oui. Qui réapparaît maintenant. Comment vous expliquez cela? Et je repose ma question. Ils ont été comment un mouvement qui a été défait par Kabila à son époque peut aujourd'hui ressurgir de nulle part et faire autant de mal que de faire. Nulle part, non. Bon, de nulle part ou de quelque part. Ils ont été dormants au Rwanda. Et je sais. Cela vient de l'Ouganda, selon certaines informations. Que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, ils ont été dormants à l'Est, dans certains pays. Aujourd'hui, le Rwanda les a remis en mouvement. Et c'est ce que nous reprochons à notre voisin rwandais. Parce que le Rwanda, nous ne le changerons pas d'adresse. Mais le Rwanda doit savoir que nous non plus, nous ne changerons pas d'adresse. Nous serons toujours là. Le Rwanda sera toujours là. Et comme l'a dit le président à Luanda, je crois, c'est le ministre Lutundula qui l'a rappelé, notre continent n'a plus besoin de conquérants. On n'a plus besoin d'Adolf Hitler. On n'a plus besoin de Mussolini. On a besoin de gens qui construisent des passerelles entre les peuples en Afrique pour construire le développement et l'émergence. Là, ce sont les bonnes intentions, mais vous savez qu'entre États, il y a que des intérêts qui priment. Alors, s'il y a des gens... Non, c'est ça un peu, on nous reproche cette naïveté-là de penser que tout le monde est beau, tout le monde est bien, et qu'on peut vivre en paix, et après on se fait marcher dessus. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais pensé. J'ai toujours dit que nous sommes victimes de ces gens qui convoitent nos richesses et qui n'ont pas l'honnêteté de pouvoir faire du commerce avec nous. Le business, c'est le business. Tu prends, tu payes et tu prends. Mais ici, ils veulent prendre sans contrepartie et j'ai toujours dénoncé cela. Comment se comporter face à ces gens-là? Ils sont pas tendres envers nous. Il faut une armée dissuasive. Il faut une armée capable de pouvoir leur faire entendre raison. Vous pensez que ces gens-là vont nous attendre, vont attendre à ce que la RDC puisse se réformer, restructurer son armée? Ils ne vont pas attendre parce qu'ils sont déjà chez nous. Voilà. Parce qu'ils nous attaquent. Quoi? Mais alors nous n'allons pas attendre qu'eux aussi aient pris notre pays pour nous donner les moyens de leur répondre. C'est pourquoi la réforme de l'armée doit se poursuivre sans attendre. La loi de programmation militaire, les recrutements. Personnellement, je viens d'envoyer 100 de jeunes de mon parti. C'est autant d'électeurs en moins dans l'armée. La semaine passée, nous avons organisé une cérémonie avec des listes de jeunes. Hein, des volontaires, bien sûr, qui vont à l'armée. Nous avons lancé cette campagne et nous créons un cadre pour les mettre à la disposition de l'armée. Et il faut que cela se multiplie un peu partout dans le pays, parce que ce pays a besoin d'une armée peut-être de 600 000, de 700 000, 800 000 hommes pour pouvoir le défendre et défendre ses ressources des convoitises qu'elle suscite plus dans le monde entier. Plus la quantité que la qualité, c'est aussi ça. Oui, même la quantité peut jouer, c'est important, même la quantité peut jouer. Actuellement, on retrouve sur le sol congolais plusieurs armées. On met de côté la MONUSCO quand même, qui représentait déjà plusieurs nationalités venues de partout à travers le monde. Maintenant, c'est plusieurs armées africaines, le KSDF, les Uganda, les UPDF, tout ce monde en République démocratique du Congo, on a cédé une partie de la souveraineté de notre pays. Non, madame, on n'a pas cédé une partie de la souveraineté parce que lorsqu'une armée est dans notre pays pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo, je ne vois pas où est la cession de souveraineté. Il y a
en Europe des forces de l'OTAN, des forces américaines qui sont en Belgique, là, ils ont qui sont en France, pris la place de excusez-moi, FARDC. qui sont partout, qui sont en Belgique, qui sont en France, qui sont en Allemagne, sans que l'on parle de cession de souveraineté belge, allemande ou française aux États-Unis. C'est la coopération qui existe entre États qui ont une même façon de percevoir les choses. Ils sont là pour une période donnée, pour une mission donnée, et ils vont partir. Quand on ne le sait pas, la c'est nous qui demanderons qu'ils partent, et ils vont partir. Donc peu importe, c'est nous, c'est nous qui avons décidé qu'ils soient là, et c'est nous qui déciderons qu'ils partent. Et ils n'ont jamais eu la prétention de nous imposer quoi que ce soit. Quoi que ce soit, l'armée, on parle de cette multitude d'armées africaines sur le sol congolais, n'est-ce pas là le bon moment de dire que l'état de siège était un échec? Ou c'est un échec? À quoi ça sert d'avoir un état de siège si on est envahi, je sais pas envahi, ou on est soutenu actuellement par les armées étrangères? Mais il n'a jamais été décrété que l'état de siège en lui-même constituait une panacée. L'état de siège, c'est des moyens qu'un État se donne, tout comme le recours, justement, au soutien des forces de ces organisations régionales auxquelles nous appartenons. Ce sont des moyens que nous avons le droit d'utiliser pour nous rendre plus aptes, accroître notre aptitude à résister dans l'état où se trouvent nos forces armées à ces offensives terroristes qui nous mettent à mal. Donc l'État peut décider de confier l'administration de certaines parties de son territoire à l'armée, c'est ça l'état de siège. Et en même temps faire venir les armées étrangères. Oui, pourquoi pas. Plusieurs moyens peuvent être utilisés. La loi le permet. Oui, absolument. Personne n'interdit que lorsqu'il y a état de siège, on ne puisse pas faire venir une armée étrangère. Où est-ce que c'est écrit? Tous les moyens doivent être utilisés pour que nous puissions recouvrer la totale intégrité de notre territoire. Il y a le front militaire, il y a le front diplomatique, il y a le front médiatique. Lambert Mene, on va Tout très bientôt terminer. On va parler à un ancien porte-parole du gouvernement. Vous étiez là en 2013. Est-ce qu'actuellement vous trouvez que face à l'agression rwandaise via le M23, l'actuel gouvernement, l'actuel porte-parole utilise le bon mot, il a le bon ton? Je préfère ne pas juger ceux qui m'ont remplacé au ministère de la Communication, madame. Ce serait trop pédant de ma part, comme si j'avais la science infuse au niveau de la communication et que je veux leur donner des leçons. Jusqu'à présent, je vois une diplomatie qui est en marche et qui a abouti à des résultats que l'on voit. Jusqu'à présent, je vois une action de communication qui est déclinée vis-à-vis de la population. Je souhaite qu'elle puisse se démultiplier. C'est même le sens aussi de cette émission que nous sommes en train de faire. Et je ne peux que les encourager à aller plus loin. Et ce n'est pas le moment de donner des leçons aux gens. Mais quand même, médias, vous pensez que les médias congolais font ce qu'il faut par rapport pour assurer ce front médiatique? Il y a un effort qui est fait, mais qui n'est pas encore suffisant, à mon avis. Encore que maintenant les médias sont sérieusement contrebalancés par les fameux réseaux sociaux où vous avez à boire et à manger, où n'importe qui peut se substituer à des professionnels qui peuvent faire passer un message, ou même l'ennemi peut intégrer. Il y a des postings que je lis qui, en ce qui me concerne moi, viennent nécessairement des groupes ennemis qui essayent de déstabiliser mentalement, spirituellement notre opinion publique face à la nécessité d'être mobilisé comme un seul homme derrière les forces armées de la République contre cette agression totalement inacceptable pour notre peuple. Et il y a d'un côté le média, vous avez parlé des journalistes professionnels. Comment un journaliste, on parle pas de jugement, comment un journaliste congolais peut se comporter pendant cette période où le pays est agressé? Doit-il accorder la parole aux agresseurs? Il peut pas. Comment il doit se comporter pour être un peu patriote, à votre avis? Je peux les inviter à regarder un peu du côté des pays, par exemple, européens aujourd'hui, face à ce que ces Européens considèrent comme l'agression de la Russie contre
l'Ukraine, que je considère un peu comme une guerre entre la Russie et l'OTAN. Est-ce que vous voyez, vous, des journalistes en France, en Belgique, aux États-Unis, donner la parole à la Russie? Je n'ai pas cette impression. Sinon, pour déformer tout ce qui vient de là, c'est du patriotisme. Cela s'appelle patriotisme, tout simplement. Le pays est agressé, il faut se mobiliser pour mettre fin à l'agression. On n'est pas en campagne électorale, on est en train d'essayer de résister à une agression militaire. C'est très important. Tant que les journalistes n'auront pas cette conscience-là, tous, je ne dis pas que tous se comportent mal, mais tant qu'ils n'auront pas cette conscience-là et qu'ils banalisent une agression et qu'ils en font, je ne sais pas, quelque chose de semblable à un match de football ou de volleyball, je pense que nous n'aurons pas cet apport que nous attendons de leur part en termes de sensibilisation et de mobilisation d'une opinion d'un pays victime d'une agression depuis plus d'un quart de siècle. Mais pendant ce temps, ce sera les médias étrangers qui vont s'y donner à cœur joie, donner la parole à nos détracteurs, que nous allons un peu relayer d'une manière ou d'une autre à travers nos questions, à travers des émissions. C'est aussi la difficulté que ressentent certains journalistes, moi y compris. On fait comment? Ben, je crois qu'il faut se mobiliser davantage, plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Il faut ressentir cette agression contre ce pays comme une agression contre soi-même. Si on minimise cela et qu'on se dit que c'est une affaire des Nord-Kivusiens, que c'est une affaire des gens de l'Ituri, que ça ne me concerne pas, puisque je suis du Kwango, parce que je suis du Sankuru, parce que je suis du Haut-Katanga, je pense que l'ennemi trouvera toujours par où passer pour nous affaiblir davantage. Lambert Mende, merci d'avoir répondu à nos différentes questions. C'est moi. On se dit